part, je suis chercheur, c'est-à-dire qu'au quotidien, je fais de la physico-chimie appliquée aux matériaux cimentaires. J'essaie de comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur de ce type de matériaux. Et ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est vous expliquer que pour le cahier des charges, des choses qu'on attend d'un matériau béton, c'est-à-dire être moulable, présenter des résistances mécaniques suffisantes, être disponible partout et être économique, globalement, les solutions techniques qui sont proposées de nos jours ont atteint une espèce d'optimum avec à la fois une espèce de darwinisme technologique et en même temps de la science, de la physique, de la chimie et de la mécanique. Qu'est-ce qu'on attend d'un matériau béton? Tout d'abord, on attend qu'il soit capable de résister à des charges. En général, on les utilise sur des fonctions structurelles. Elles peuvent être faibles, elles peuvent être énormes dans le cas de certains ponts, mais en général, ces matériaux sont choisis parce qu'ils sont résistants. La deuxième chose, c'est que le matériau béton est moulable, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de tailleur de pierre, on n'a pas besoin d'assembler. On a un moule, on peut le réutiliser à l'infini, on peut produire de façon répétée le même élément parce que le matériau est liquide dans une phase de sa vie et ensuite devient solide et est capable de présenter les résistances mécaniques dont on a besoin. Et enfin, le matériau est disponible partout. Ça, c'est un impératif du cahier des charges qu'on souhaite vraiment mettre en avant parce qu'en étant disponible partout, les transports sont limités, le matériau est souvent économique et ça veut dire qu'on peut avoir la même technologie sur tous les endroits de la planète. Donc alors, comment réaliser ce cahier des charges, comment atteindre ces performances? Eh bien, pour qu'il soit disponible partout, la première chose qu'on doit faire, c'est sélectionner des composants qui sont disponibles dans l'écorce terrestre, de façon à ce que toute personne, quelle que soit sa localisation géographique, puisse avoir accès à ces matières premières. Donc la première chose à laquelle on peut penser, c'est de se dire qu'en utilisant des petits grains d'écorce terrestre, comme par exemple du sable, on peut réussir à se rapprocher de notre cahier des charges, c'est-à-dire mouler un élément et avoir une résistance mécanique. Et si je fais l'expérience que vous connaissez sûrement depuis que vous êtes enfant, de verser dans un moule un morceau d'écorce terrestre broyé à la taille de quelques millimètres, et vous connaissez le résultat. J'ai la capacité à prendre la forme de l'élément, par contre, je ne dispose d'aucune résistance mécanique. Donc très vite, il est possible de se dire, je ne désespère pas, je vais faire la même chose, mais je vais rajouter au sein de mon système un petit peu d'eau pour créer entre mes grains constitutifs ce qu'on appelle les forces capillaires qui vont réussir à donner à la matière une capacité à résister à un effort. Donc ça, vous connaissez aussi très bien, parce que typiquement, vous avez dû faire ça étant enfant à la plage. Vous homogénéisez votre produit. Vous avez donc quelque chose qui est constitué uniquement de roches concassées. Je prends mon moule et je viens mettre en œuvre mon matériau. J'apporte une énergie de compactage, mais je prends quand même la forme. Je suis en phase de construction, je démoule et je réussis ici à avoir un matériau moulable avec une résistance mécanique. Et cette résistance mécanique est extrêmement faible. La moindre sollicitation va complètement déstructurer le matériau, lui faire atteindre la rupture. Alors effectivement, je peux essayer d'aller plus loin. Je peux essayer de jouer sur la taille des grains, jouer sur la quantité d'eau. Je peux réussir à arriver sur des technologies qui sont très proches de celles, par exemple, de la terre crue. Mais pour faire ça, le problème, c'est que je perds un aspect de mon cahier des charges, c'est-à-dire que mon matériau, s'il est résistant à la fin, sera très peu moulable au début. Et quand on fait de la terre crue, en général, on est obligé d'apporter une forte énergie de compaction, de mise en forme pour faire des briques ou des éléments préfabriqués. Donc dans cette direction-là, j'atteins un cul-de-sac, je ne peux pas réussir à avoir un matériau moulable qui présente des résistances mécaniques fortes. Donc j'en arrive à la conclusion que la seule façon de faire ça, c'est d'avoir une réaction chimique qui va me permettre de passer d'un produit qui est au départ liquide et qui va se transformer ensuite en pierre artificielle. Alors, pour faire ça et continuer à respecter notre cahier des charges qui nous dit qu'on veut avoir un matériau disponible partout sur la planète, il faut que j'utilise des composants qui sont disponibles partout sur la planète. Donc regardons un petit peu les choses dont on dispose. 80% de l'écorce terrestre est composée de ces éléments sous forme d'oxyde. On a l'aluminium, mais globalement on va vite l'oublier parce que la compétition industrielle sur l'aluminium est forte. Si je trouve un endroit où j'ai beaucoup d'aluminium et que j'en ai besoin pour faire un matériau qui me permettra de remplir mon cahier des charges, je vais me retrouver face à l'industrie de l'aluminium qui elle recherche la bauxite pour extraire l'aluminium. Et c'est beaucoup plus coûteux que tout ce que nous on peut faire.
Potassium et sodium, je peux tout de suite les éliminer parce que si je les fais réagir avec l'eau, si je les rends réactifs, ils forment des produits qui sont solubles dans l'eau. Donc globalement, s'il pleut sur mon élément, après l'avoir réalisé, il va se dissoudre et perdre toute résistance mécanique. Le fer et le magnésium, je peux aussi les éliminer parce qu'en fait, ces matériaux sont tellement peu mobiles dans l'eau que si je réussis à les activer, à les rendre chimiquement actifs, eh bien, ils ne vont pas se dissoudre ou ils vont se déplacer très peu dans le système et on ne va pas réussir à avoir de prise avec un système comme ça. Donc à la fin, les deux seuls oxydes qui nous restent dans le système et sur lesquels on peut réussir à imaginer avoir une prise chimique nous permettant de passer d'un liquide à un solide, ce sont les oxydes dérivés du calcium et les oxydes dérivés de la silice. Et ça, il y en a partout sur la planète. Les oxydes du calcium sont déjà connus depuis très longtemps puisque les Romains fabriquaient de la chaux en brûlant à 600 degrés du calcaire et ils faisaient un oxyde de calcium. Et par contre, avec la possibilité d'atteindre des températures plus élevées dans un four, on est capable de mélanger les oxydes de calcium avec des oxydes de silice et d'atteindre un matériau qui est le clinker, Portland, le ciment moderne, est-ce que vous connaissez? Alors cette poudre grise, si on zoome dessus, avec un microscope électronique à balayage, on s'aperçoit qu'elle est composée de grains de ciment d'à peu près 10 microns. Les plus petits de ces grains font 1 micron, les plus gros font 100 microns. Et ces oxydes sont capables de passer en solution si vous les mettez dans l'eau et de ensuite réagir avec l'eau pour former des hydrates qui vont lier les matériaux dans lesquels on les incorpore entre eux et leur donner des résistances mécaniques. D'accord? Alors là, j'arrive à une question particulièrement intéressante, c'est que si je mélange ma poudre de ciment avec de l'eau, aussitôt, j'ai besoin de savoir combien d'eau, combien de ciment. Alors, on peut mettre énormément d'eau. Ici, j'ai mis autant d'eau en masse que de ciment. Je peux mettre beaucoup moins d'eau. Ici, j'ai mis à peu près un tiers de la masse du ciment en eau. Et je peux comparer ça avec une roche naturelle. Donc ça, c'est un élément tiré d'une carrière, donc dynamité, puis ensuite broyé, concassé à cette taille. Je vais soumettre ces trois éléments à un test mécanique. Donc le premier, c'est à peu près l'équivalent d'un mortier d'enduit de façade. Donc une grande quantité d'eau, énormément de porosité. Je le soumets au test mécanique. On s'aperçoit que si on met énormément d'eau dans le système, bien sûr, on n'a aucune résistance. Le deuxième, c'est à peu près l'équivalent d'un pont, de la pâte de ciment qui aurait entre deux granulats dans un béton de pont ou d'ouvrage d'art. Je réussis aussi à casser le matériau, mais on s'aperçoit qu'on réussit à avoir des éléments beaucoup plus importants en taille, ce qui montre que le matériau est beaucoup plus résistant. Et normalement, le dernier, donc ce matériau, la roche naturelle, lui, sous le même test, ne casse pas. Donc, on peut tirer deux conclusions de cette petite manip. C'est que plus je mets d'eau dans le système, moins j'ai de résistance, et plus je concentre mon ciment, plus j'ai de résistance mécanique. Et la deuxième conclusion, c'est que la roche naturelle qui est à notre disposition est le meilleur composant du système et on va essayer de la maximiser. Alors, le problème, c'est que cette roche naturelle, elle se présente sous forme de particules, donc ce serait l'équivalent de ça, ce sont juste des sphères de verre qui représentent des gravillons. Et quand je vais essayer de remplir un volume donné avec ces éléments, avec ces granulats, je vais m'apercevoir que ces sphères sont capables de remplir un volume beaucoup plus important que le volume des sphères prises individuellement, mais qu'entre ces sphères, nous avons des vides. Donc ce qui va nous forcer à remplir ces vides avec de la pâte de ciment et de l'eau. Mais comme j'ai dit que le meilleur composant du mélange, c'était la roche naturelle, moi ce que je veux, c'est maximiser la quantité de roche. Donc comment remplir ces vides avec de la roche? Eh bien, il suffit d'utiliser des particules qui sont suffisamment petites pour pouvoir s'intercaler entre les particules de 7 mm. Donc ici, j'introduis des particules de 500 microns. Et je m'aperçois que j'occupe toujours le même volume apparent, je réutilise toujours le même volume de matériaux. Par contre, maintenant, le volume libre, le volume vide dans le système que je dois combler avec de la pâte de ciment est beaucoup plus petit. Et j'ai maximisé la quantité de ce merveilleux matériau que nous offre la nature, c'est-à-dire la roche naturelle. Il ne me reste plus qu'à coller ces grains entre eux avec du ciment et de l'eau. Alors, comment aller plus loin sur ça? Je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que cet empilement,
c'est un problème particulièrement intéressant et c'est un très vieux problème. Et en général, il est traité par les ingénieurs en se servant des mathématiques, et c'est un vieux problème de maths qui date de l'Antiquité, qui s'appelle le problème d'Apollonius, et qui consiste à chercher, pour 3 cercles, le 4e cercle qui est tangent à ces 3 cercles. Si on regarde ce que ça donne en termes d'empilement, c'est-à-dire pour trouver la distribution de particules permettant de minimiser les vides dans le système, et globalement, je cherche ce cercle, ce cercle, ce cercle, ce cercle, qui permettent de minimiser la porosité. Ce qu'on obtient à la fin, en distribution de taille, c'est-à-dire le nombre de particules d'une taille donnée, c'est une fractale. Donc une fractale, c'est bien connu en physique, peut-être que vous, ce n'est pas un vocabulaire qui est très familier. Et les fractales, pour vous donner une illustration simple, vous en trouvez une quand vous regardez une boîte de vache qui rit. Sur une vache qui rit, vous avez une boucle d'oreille. Sur la boucle d'oreille de la vache qui rit, vous avez une vache, qui elle-même a une boucle d'oreille. Et sur cette boucle d'oreille, vous avez une vache, sur laquelle il y a une boucle d'oreille. Ça, c'est une fractale de dimension 0, c'est-à-dire qu'à chaque taille de vache, vous avez une seule boucle d'oreille. Ici, quand on cherche la quantité de particules permettant de combler les vides en 2D, c'est-à-dire la quantité de disques, on est face à une fractale de dimension 1,3. Donc ici, on a beaucoup plus de particules qu'on avait de boucles d'oreille. Et si vous essayez de faire la même chose en 3D avec des sphères, vous êtes sur une fractale de dimension 2,47, ce qui nous dit qu'on aura énormément de petites particules dans ce système, même si la majorité du volume sera occupée par les grandes particules. Okay ? Donc c'est à partir de ce type d'outils mathématiques que les ingénieurs et les formulateurs fabriquent et designent des bétons à très haute performance en minimisant les vides dans le système, qui sont autant de sources de défauts, et en ayant à la fin un squelette granulaire optimisé dans lequel on aura extrêmement peu de pâte de ciment, juste aux endroits où on en aura besoin pour coller les éléments entre eux. Alors le problème, c'est que quand on a fait tout ça, c'est-à-dire qu'on a mis une quantité de ciment, on a choisi une quantité d'eau de façon à avoir une performance mécanique adéquate par rapport à ce qu'on veut construire, ce qu'on veut réaliser. On a maximisé le volume de squelette et on a fixé les proportions entre sable, gravillon et les différents types d'espèces granulaires. On n'a plus trop de marge de manœuvre. Mais pourtant, on doit encore ajuster la fluidité du système de façon à pouvoir remplir le moule. Alors comment faire ? Eh bien, on peut avoir quelques difficultés parce que si je veux réaliser quelque chose d'extrêmement résistant, je vais intégrer dans mon système beaucoup de ciment et peu d'eau. Donc la fumée qui se dégage, ce sont juste des particules fines qui s'envolent. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réaction chimique, il y a une dissolution des espèces, des oxydes en solution. Il ne se passe pas grand-chose. Là, on a un dégazement, c'est pareil, ce n'est pas un dégazement d'une réaction chimique, c'est juste l'air qui était piégé dans la poudre de ciment. Je vais accélérer un petit peu ça en mélangeant. Alors un malaxage traditionnel d'un béton ou d'un mortier en fabrication industrielle, ça prend à peu près 45 secondes. On répartit l'eau au sein du système et ensuite on vide les malaxeurs. Donc voilà la consistance que j'obtiens parce que l'eau qui a été fixée par rapport à la quantité de ciment a été fixée pour des raisons mécaniques, pour avoir la bonne performance mécanique. Mais à la place, j'ai plus du tout de fluidité et si je commence à intégrer du sable dans ce système, vous imaginez bien que je perds la capacité à remplir un moule. Donc, en l'occurrence, la technologie moderne nous a donné, à partir des années 50-60, la possibilité d'intégrer dans le système des polymères. Donc les polymères, ce sont de toutes petites molécules organiques, souvent à base de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, qu'on va intégrer dans le système en toute petite quantité. Si vous regardez ici, j'avais mis 300 g de ciment, 100 g d'eau, et là ce que je vais faire, c'est mettre uniquement quelques grammes de polymère. Le polymère est en train de se dissoudre, il passe en solution. Comme il a une très grande affinité avec les grains de ciment, il vient se mettre à la surface des grains de ciment. Et à partir du moment où je l'aide à se disperser dans le système, il va recouvrir la surface des grains de ciment. Diminuer les interactions entre grains et nous permettre
d'avoir un système beaucoup plus fluide. Bon, mon malaxage n'est pas très bon, mais dans lequel on va pouvoir incorporer du sable, des gravillons, tout en ayant un matériau qui garde la capacité de prendre la forme du moule que l'on souhaite remplir. Alors attention à ne pas aller trop loin, parce qu'on peut avoir envie d'obtenir des consistances très variées, des matériaux fluides, des matériaux qui collent sur un mur lorsqu'on projette, des matériaux qui remplissent des moules de forme complexe. Mais attention, on ne pourra jamais avoir une consistance comme celle de l'huile ou de l'eau, parce que si le matériau devient trop fluide, il peut devenir instable, avec une séparation des composants. Donc le béton, on cherche à avoir la capacité à remplir un moule, mais pas plus, parce que sinon on pourrait avoir des matériaux qui perdent leur homogénéité. Une fois qu'on a fait tout ça, et qu'on a formulé ce produit, on est capable de le mouler, puis de le démouler, et de réaliser un élément qui a des résistances mécaniques, qui a pris la forme qu'on souhaitait, avec des composants disponibles partout sur la planète. Une question qui revient souvent, c'est « mais pourquoi, après avoir mélangé tous ces grains, je ne vois qu'une surface lisse ?» Alors, en l'occurrence, c'est un autre phénomène physique intéressant. C'est un phénomène qui appartient à la catégorie des exclusions de volume. On l'appelle technologiquement l'effet de paroi, qui fait que quand je coule un béton, que je coule un mortier, j'ai des grains un peu partout. Mais si j'ai une paroi dans mon système, à l'endroit où se situe la paroi, je ne peux pas avoir de grains. Donc je vais me retrouver à proximité de la paroi avec les grains les plus petits du système. Et si je zoome très fort sur la paroi, si je me rapproche d'elle, et en observation, je n'aurai plus que des molécules d'eau. Ce qui fait que le béton, malgré le fait qu'on mélange des composants de taille millimétrique ou centimétrique, quand vous le décoffrez, il a toujours l'apparence d'un matériau lisse, et ce que vous voyez, c'est uniquement de la pâte de ciment. D'accord ? Alors, je voudrais terminer en vous faisant un petit rappel, non pas d'une recette de cuisine, parce qu'il n'existe pas un béton, mais des bétons, et les proportions peuvent varier énormément d'une application à l'autre, mais plutôt des 4 grands principes qui gèrent la formulation des bétons de manière générale. Le premier, c'est qu'on incorpore toujours un squelette granulaire optimisé, donc avec des proportions de taille de grain optimisées, et on essaye de maximiser le volume de squelette, parce que c'est le meilleur composant d'un point de vue mécanique et d'un point de vue résistance au temps du système. Ensuite, on vient combler les espaces entre les grains avec la quantité de ciment juste nécessaire et la quantité d'eau permettant d'atteindre la résistance visée, puisqu'on l'a vu, le ratio massique entre eau et ciment fixe les performances mécaniques du système. On a utilisé tous ces degrés de liberté. Le dernier degré de liberté qui nous reste, c'est de doser des quantités et des natures de polymères nous permettant d'atteindre la fluidité nécessaire pour remplir le moule et nous permettre ainsi d'atteindre notre cahier des charges, c'est-à-dire un matériau qui remplit les moules, qui a une résistance mécanique suffisante, qui est disponible partout sur la planète, et en étant disponible partout sur la planète, qui est peu coûteux. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour des questions.